Il était une fois un homme qui croyait avoir trouvé la femme qui comblait chaque fragment brisé en lui. Pas dans un conte de fées, pas dans un rêve. Un lundi après-midi, dans un petit café de quartier où l'odeur du café mêlée à une pluie fine rappelait que le monde pouvait encore être doux. Il s'appelait Lucas, 32 ans. Architecte, un homme au silence profond et aux mots choisis, du genre qui ressent tout, mais dit rarement. Lucas portait depuis l'enfance une blessure que peu de gens voyaient, la peur de l'abandon. Pas la peur bon marché que n'importe qui cite sur les réseaux sociaux. C'était le genre qui paralyse, celui qui vous fait marcher sur la pointe des pieds dans vos propres relations, de peur d'être trop lourd, de trop demander, d'exister trop. Sa mère était partie quand il avait 7 ans. Elle n'était pas morte. Elle était partie. Et cette différence, savoir que quelqu'un a choisi de s'en aller, avait façonné chaque recoin de sa personnalité. Il avait grandi en aimant avec une précision chirurgicale. Il ne montrait jamais ses besoins, ne demandait jamais plus que ce qu'on lui offrait. Il construisait des murs avec un sourire poli et appelait ça de l'indépendance. Puis Camille apparut. Elle était différente, ou du moins le semblait. Elle posait des questions sur ses peurs en le regardant droit dans les yeux. Elle avait de la patience pour ses silences. Un soir, après du vin et une conversation qui dura jusqu'à l'aube, Lucas lui parla de sa mère, de l'abandon, de l'enfant de 7 ans qui avait attendu à la fenêtre pendant des semaines. Camille lui prit la main. Elle dit « Je ne partirai jamais ». Et Lucas, qui croyait rarement aux promesses, crut à celle-là. La relation commença avec légèreté. Mais peu à peu, très peu à peu, comme la marée monte sans qu'on s'en aperçoive, quelque chose changea. D'abord, les commentaires subtils. « Tu es très sensible, Lucas. Tout t'affecte. » Il accepta. C'était peut-être vrai. Puis vinrent les annulations. Des plans défaits à la dernière minute, toujours avec une justification plausible. Et lorsque Lucas exprimait le moindre malaise, Camille haussait légèrement la voix, pas assez pour être de la grossièreté, quelque chose de plus fin, et disait « Et voilà ta jalousie. Je croyais que tu étais différent. » Et Lucas, qui avait peur d'être un fardeau, qui craignait de répéter le schéma de celui qu'on abandonne parce qu'il est trop, reculait, s'excusait, sans même savoir exactement pourquoi. Elle savait quoi faire avec sa peur, pas comme quelqu'un qui planifie consciemment la cruauté. Ça, ce serait simple à voir. C'était quelque chose de plus subtil. Elle utilisait la peur de Lucas comme un thermostat. Quand elle sentait qu'il s'éloignait, elle réchauffait la relation avec une affection intense. Quand elle sentait qu'il était trop proche, elle refroidissait tout avec un silence ou une critique douce. Lucas vivait en état d'alerte permanente, sans dormir correctement, sans se concentrer au travail, repassant les conversations dans sa tête, se demandant ce qu'il avait fait de travers. Et le pire, aucune dispute explicite, aucun cri, aucune scène dramatique qu'il aurait pu montrer à un ami en disant « Regarde ce qu'elle a fait ». C'était le genre de destruction qui se produit à voix basse. Un jour, après un week-end où Camille avait disparu sans explication et était revenue le lundi comme si rien ne s'était passé, Lucas rassembla son courage et dit « Ça m'a blessé. Le silence m'a blessé. » Elle soupira. Une longue pause, puis parla lentement. « Lucas, j'ai besoin d'espace parfois. Si tu n'arrives pas à gérer ça, le problème vient peut-être de ton abandon non résolu. Tu as déjà pensé à une thérapie ?» Il resta silencieux. Elle prit son téléphone et commença à taper quelque chose. Et Lucas resta là, assis, à se demander si c'était vraiment lui, le problème. La révélation n'arriva pas sous forme de trahison découverte, de lettres trouvées ou de confession dramatique. Elle arriva un après-midi ordinaire dans le cabinet de sa thérapeute. Oui, il avait commencé une thérapie. Non pas parce que Camille avait raison, mais parce qu'il était suffisamment détruit pour demander de l'aide. Il décrivit la scène du week-end. La thérapeute écouta sans interrompre, puis elle posa une question simple. « Lucas, quand est-ce la dernière fois que vous avez exprimé un sentiment sans vous en excuser immédiatement après ?» Il ouvrit la bouche. La referma. Il ne s'en souvenait pas. Ce soir-là, il rentra chez lui et resta assis dans le noir pendant longtemps. Pas dans le désespoir, dans la clarté. Ce genre de clarté qui fait mal parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Camille connaissait sa plus grande peur.
et elle n'avait pas utilisé cette connaissance pour le protéger. Elle l'avait utilisée pour le contrôler. Chaque fois qu'il tentait de s'affirmer, elle activait le déclencheur de l'abandon, avec un mot, un silence, une sortie de scène calculée, et il redevenait l'enfant de 7 ans qui attendait à la fenêtre. Ce n'était pas de l'amour, c'était du pouvoir. Et le plus troublant, Camille ne le savait peut-être même pas. Les gens qui ont appris à survivre par la manipulation ne se réveillent pas le matin en planifiant de détruire quelqu'un. Ils répètent simplement ce qu'ils ont appris à faire fonctionner. Mais l'intention n'efface pas la conséquence. Lucas envoya un message ce soir-là, court, sans drame, sans accusation. « Je dois mettre fin à ça. Prends soin de toi. » Elle appela 3 fois, envoya de longs messages, dit qu'il était immature, qu'il lui manquerait, qu'il ne trouverait jamais quelqu'un qui le comprendrait comme elle. Chaque message était une confirmation de tout ce qu'il avait compris. Il ne répondit pas. Et pour la première fois depuis des années, le silence lui appartenait. Il existe une forme d'amour qui ressemble à de la tendresse, mais qui est du contrôle. Qui ressemble à de la protection, mais qui est une prison. Qui utilise vos blessures comme une carte, non pas pour vous aider à guérir, mais pour savoir exactement où appuyer quand il faut que vous restiez. La manipulation émotionnelle arrive rarement avec le visage d'une vilaine. Elle arrive avec une empathie sélective, des promesses trop sincères, le don d'apparaître exactement au moment où vous êtes sur le point de partir. Et le danger n'est pas seulement l'autre. Le danger, c'est la part de nous qui veut croire, qui préfère la douleur connue à la liberté incertaine. Lucas apprit, au prix de 2 années de lui-même, que partager une blessure avec quelqu'un exige que cette personne ait le caractère d'honorer ce qu'elle a reçu. L'intimité sans intégrité n'est pas une connexion. C'est une vulnérabilité livrée entre de mauvaises mains. Et vous qui écoutez cette histoire maintenant, y a-t-il eu quelqu'un dans votre vie qui connaissait votre plus grande peur et a utilisé cette connaissance non pas pour vous protéger, mais pour vous garder près de lui? Réfléchissez honnêtement, parce que parfois le plus grand acte d'amour qu'on puisse se donner est de reconnaître que ce qu'on appelle relation est, en réalité, une cage à porte ouverte dont on choisit de ne pas sortir par peur de voler. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Aimez, sauvegardez et suivez d'autres histoires sur la psychologie, les émotions et les leçons que la vie enseigne de la manière la plus difficile. À la prochaine fable.